Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les fondamentaux de la cybersécurité. Bonjour. Oui, on a pas mal de concepts clés à aborder. Exactement. On a une série de questions, des notes, et l'idée, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour mieux comprendre ce domaine qui est quand même crucial aujourd'hui. Tout à fait. C'est essentiel. Bon, alors pour commencer, un grand classique, la triade CIA. Ça revient tout le temps. Qu'est-ce que c'est, concrètement? Alors, CIA, oui, c'est vraiment le B à bas. Ça veut dire confidentialité, intégrité et disponibilité. D'accord. En gros, il faut que l'information reste secrète, confidentielle. Ça, c'est le C. Logique. Ensuite, il faut être sûr qu'elle n'a pas été modifiée, qu'elle est intacte. Ça, c'est l'intégrité, le I. Ok. Et enfin, il faut qu'on puisse y accéder quand on en a besoin. La disponibilité, le A. Donc, un équilibre constant entre ces trois points. Exactement. Si un seul de ces piliers manque, la sécurité est compromise. C'est vraiment la base. Ça, c'est le cadre défensif. Maintenant, si on regarde du côté des attaquants, on entend parler de cyber kill chain. Et une des premières phases, c'est la reconnaissance. Oui, la reconnaissance. C'est l'étape de repérage en fait. Avant de faire quoi que ce soit, l'attaquant va essayer de collecter un maximum d'infos sur sa cible. Pour trouver les points faibles, C'est ça. Quelles technologies sont utilisées, quelles sont les vulnérabilités connues, quelles informations sont déjà publiques. C'est vraiment une phase d'observation. et c'est là qu'interviennent des choses comme les Google Docs. Ça peut en faire partie, oui. Les Google Docs, ce sont des recherches Google très, très spécifiques. Ah oui? Elles permettent de dénicher des informations sensibles qui n'auraient jamais dû se retrouver indexées par Google. Des fichiers de configuration, parfois des mots de passe défauts. Incroyable que ça puisse fuiter comme ça. Oui, et ça peut même être utilisé éthiquement pour vérifier ce qu'on expose soi-même sans le vouloir. D'accord, je vois. Alors, une fois cette reconnaissance faite, si l'attaquant arrive à entrer, il y a cette tactique du vivre sur le terrain, living off the land. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, ça c'est malin de leur part. L'idée, c'est d'être le plus discret possible. Pour ne pas déclencher d'alerte. Exactement. Plutôt que d'installer leur propre malware tout de suite, ils vont utiliser les outils qui sont déjà présents sur le système de la victime. Genre les outils d'administration. Oui, voilà. Des commandes Windows, des scripts PowerShell, des outils Linux standards. Ça leur permet de se déplacer, de récupérer des infos, des identifiants, sans introduire de nouveaux fichiers suspects. C'est bien plus furtif. Très subtil. Et tout ça, ça s'inscrit dans des méthodologies plus larges, j'imagine. Comme celle du CEH, qui mentionne le balayage, l'obtention de l'accès. C'est ça, ce sont les étapes logiques d'une attaque structurée. Après la reco, on a le balayage ou scanning pour identifier les machines actives et les ports ouverts. Le porte d'entrée potentiel. Voilà. Ensuite, l'obtention de l'accès, où on exploite une faille pour rentrer, et puis souvent l'effacement des traces pour couvrir sa présence. Et pour analyser ces attaques, on a des modèles comme le Diamond Model ou les TTP. Oui, le Diamond Model, il aide à structurer l'analyse d'un incident en reliant 4 points. L'adversaire, ses capacités, l'infrastructure qu'il utilise et la victime. Ça permet de mieux comprendre l'incident. Tout à fait. Et les TTP, tactiques, techniques et procédures, c'est une autre façon de décrire le comment d'une attaque. La tactique, c'est l'objectif global, genre voler des données. La technique, c'est la méthode générale, comme utiliser le phishing. Et la procédure, ce sont les étapes précises mises en œuvre par cet attaquant spécifique. Très clair. Passons à un point plus technique mentionné, le scan du port 80. Pourquoi ce port en particulier revient si souvent? Le port 80, c'est tout simplement le port standard du web non sécurisé, HTTP. Ah oui, le web classique. C'est donc une cible naturelle pour un premier scan. Et scanner les ports TCP, ça sert à quoi exactement? Ça permet de voir quel service écoute sur une machine. En gros, quelles sont les portes ouvertes. Si le port 80 est ouvert, il y a probablement un serveur web. Si le port 22 est ouvert, peut-être un accès SSH. D'accord. Et pourquoi utiliser parfois des scans UDP ou des scans TCP inverses? Alors UDP, c'est un autre protocole, utilisé pour d'autres services, comme certains DNS ou jeux en ligne. Le scanner peut donner des infos différentes et parfois être moins détecté. Moins bruyant. Moins systématiquement journalisé, disons. Et les scans TCP plus complexes, comme les scans FIN, NUL, XMES, ils envoient des paquets un peu bizarres. Bizarre. Oui, non standard. L'idée, c'est de voir comment le pare-feu ou le système réagit. Parfois, l'absence de réponse ou une réponse spécifique peut indiquer si un port est fermé ou filtré. Ça aide à cartographier les défenses. Malin.
Et des outils comme Nmap sont faits pour ça, j'imagine, hein, souvent liés à Metasploit. Exactement. Nmap, c'est vraiment le roi du scan de port. Très puissant, et Metasploit, c'est une plateforme qui contient plein d'outils pour exploiter les vulnérabilités qu'on aurait trouvées par exemple grâce à Nmap. Et on peut même masquer sa trace avec de l'usurpation d'adresse IP pendant le scan. Oui, l'IP spoofing, c'est une technique pour faire croire que le scan vient d'une autre adresse IP. Ça complique la détection de l'origine. Bon, face à toutes ces menaces, comment on peut se protéger un minimum au quotidien? Le chiffrement, c'est important. Fondamental. Le chiffrement, ça transforme les données en un code illisible sans la clé, que ce soit pour vos fichiers sur le disque dur ou pour vos communications. C'est la base de la confidentialité. Et les VPN alors? Utiles, surtout en déplacement. Très utile, oui. Surtout sur les réseaux Wi-Fi publics, comme dans les gares, les hôtels. Là, votre connexion n'est pas sécurisée du tout. Un VPN crée un tunnel chiffré entre votre appareil et un serveur distant. Personne entre les deux ne peut voir ce que vous faites. D'accord. Et même la sécurité physique compte, apparemment, avec les écrans de confidentialité. Ah oui, le visual hacking, le piratage visuel. C'est tout bête, mais si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule dans le train ou au bureau, il peut voir des infos sensibles. Un filtre de confidentialité rend l'écran illisible, sauf si on est juste en face. Simple mais efficace. Dernière petite notion pour finir, les requêtes DNS. Quel est leur rôle? Alors, le DNS, c'est un peu l'annuaire d'Internet. Quand vous tapez www.exemple.com dans votre navigateur, Oui, votre ordinateur ne sait pas où c'est. Il fait une requête DNS pour demander quelle est l'adresse IP numérique de www.exemple.com. C'est ce qui permet de trouver le bon serveur sur Internet. essentiel pour naviguer donc? Indispensable. Mais du coup, analyser le trafic DNS peut aussi être intéressant en sécurité. Si un ordinateur se met soudainement à faire des requêtes vers des domaines connus pour être malveillants, c'est un signe d'infection potentielle. Je vois. On comprend mieux comment tout ça s'emboîte. La triade SIA comme objectif, les méthodes des attaquants, de la reconnaissance à l'exploitation, les outils pour scanner, et puis les défenses comme le chiffrement, les VPN. C'est vraiment un écosystème complexe. Oui, surtout en constante évolution. Oui, c'est un peu le jeu du chat et de la souris en permanence. Exactement. Les attaquants trouvent de nouvelles techniques, les défenseurs développent de nouvelles parades, et ainsi de suite. Absolument. Ce qui nous amène peut-être à une petite réflexion pour conclure. Maintenant qu'on a effleuré ces concepts, comment ça change ou comment ça devrait changer notre perception de ce qu'on partage en ligne, de la prudence qu'on a ou qu'on devrait avoir au quotidien? C'est une excellente question. La prise de conscience est sans doute la première étape. Une question à méditer en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.